Bonjour à toutes et toutes. En ce début d'année, j'ai décidé qu'on se retrouverait pour une vidéo rattrapage et avis rapide sur des films d'horreur que j'ai vus récemment. Parce que je pense qu'en fait que l'année 2025 a été très riche en termes de films d'horreur, et j'ai pu enfin voir notamment Black Phone 2, j'en ai profité pour visionner le premier, et Together, qui sont sortis tous les deux en octobre de l'année dernière. J'ai commencé par visionner Black Phone, premier du nom du réalisateur Scott Derrickson, qui est sorti en 2022. Donc Scott Derrickson, c'est un habitué du genre de l'horreur car il avait déjà réalisé le très bon Sinister qui était sorti en 2012 avec Ethan Hawke dans le rôle principal, qui avait joué notamment dans American Nightmare, La Purge en français, et le sympathique L'exorcisme d'Emily Rose sorti en 2005 que j'avais plutôt aimé. Donc j'avais très envie de voir ce film car il avait une très bonne réputation. Et en plus le film est une adaptation également d'un roman de Joe Hill qui est en fait le fils du très célèbre Stephen King qu'on aime tous. Donc au niveau du synopsis, en fait, on va suivre Fanny Shaw. C'est un garçon timide, mais qui est intelligent, et qui est détenu dans un sous-sol insonorisé par un tueur sadique et masqué. Lorsqu'un téléphone débranché sur le mur se met à sonner, il découvre bientôt qu'il peut entendre les voix des précédentes victimes du meurtrier. Et ces victimes sont déterminées à s'assurer que ce qui leur est arrivé n'arrive pas à Fanny. Donc pour mon avis rapide, je dirais que le film en fait englobe et exprime très bien une ambiance malsaine. Donc ce qui ressort effectivement du film après le visionnage, c'est l'ensemble malsain en fait et la violence de l'histoire, parce qu'en fait la ville dans laquelle vivent les enfants est dépeinte comme violente. La seule figure paternelle incarnée par le père de Fanny et Gwen est alcoolique et les bat. Aucun parent n'est présent durant le long métrage, à part le père de Fanny et Gwen, de nos deux personnages principaux. Ça donne une certaine impression que les enfants sont délaissés pour compte, sont complètement délaissés, et qu'en fait les figures paternelles, voire d'autorité, j'en reviendrai plus tard sur ce point, sont absents complètement. Et les enfants se battent et sont harcelés, notamment Fanny en tête. Des meurtres et des disparitions d'enfants sont enregistrés dans la ville sans que personne ne réussisse à trouver le meurtrier. Les enfants se font kidnapper et torturer, et la police, notamment la principale figure d'autorité, ne sert complètement à rien, parce qu'au final, à la fin du film, c'est pas vraiment un spoiler, mais c'est pas grâce à la police qu'en fait on va retrouver le meurtrier. Et le fait que Fanny parle aux enfants morts et que Gwen, sa sœur, ait des visions de ses enfants, les mettent en figure eux-mêmes d'enfants délaissés, une certaine violence qui est faite aux enfants qu'on peut donc retrouver, vu que c'est Joe Hill qui a écrit de base le roman. C'est la figure de l'enfance, de l'innocence, torture de l'enfance, etc. Et beaucoup sont des thématiques qui sont très présentées, notamment très présentes, dans les livres de Stephen King, notamment dans ça. Pour moi, une des principales inspirations de Joe Hill pour ce film. Donc ces thématiques ne sont pas vraiment des sujets abordés dans les films d'horreur de manière générale, hein, surtout la violence faite aux enfants, et la perte complète de l'innocence aussi. Et jusqu'à récemment, on a pu avoir ce sujet qui est abordé avec le récent Dr. Sleep ou encore Sinister, qui en fait étaient des films qui nous mettaient mal à l'aise. Donc Dr. Sleep, c'est un film qui est sorti, je crois en 2022-2023, qui a été réalisé par Mike Flanagan, qui est donc la suite de Shining, à la fois la suite de Shining de Stanley Kubrick et la suite du roman, et qui racontait comment des enfants se faisaient torturer par la femme notamment au chapeau. Et on avait des très très violentes mises en scène, notamment avec une séquence d'un enfant qui était très doué au baseball, qui se fait torturer, etc. Enfin voilà, poignarder et tout, assez malsain. Et Sinister, qui mettait déjà en avant le fait de la perte de l'innocence, des meurtres d'enfants. Donc ici, où les enfants sont montrés comme des figures torturées par la société, par les adultes, etc. Donc c'est des thématiques qu'on retrouvait déjà dans le cinéma de Scott Derrickson. Et effectivement, ça nous met mal à l'aise, car un enfant, par définition, est innocent et sans défense. Donc le personnage du Boogeyman, ici incarné par Ethan Hawke, qu'on appelle le faucheur, qui n'est pas une figure typiquement humaine, parce qu'on va pas effectivement, entre guillemets, l'humaniser. Donc il est incarné par un Ethan Hawke qui est charismatique et terrifiant, et en fait, la figure ici du Boogeyman, au même titre que Freddy, j'en parlerai plus tard dans la critique du 2, c'est une figure charismatique et terrifiante parce qu'elle représente en fait toute cette violence physique et morale que subissent les enfants tout au long du métrage.
Donc le masque que porte le bourreau incarne la violence internalisée des personnages, une violence internalisée par Finny et Gwen qui ont vécu plusieurs drames pour leur jeune âge. Donc à la fois la perte de leur mère qui s'est suicidée malheureusement, et donc de facto ils ont plus de repères, et leur père qui est violent, alcoolique et irresponsable, donc qui les bat. Et pour réussir donc à sortir de cette situation, les deux enfants vont alors devoir se battre contre cet homme, qui est l'incarnation même de toute cette violence qu'ils ont subie. C'est une incarnation, on va dire, métaphysique, comme à la Freddy. En clair, donc Black Phone, j'ai trouvé le premier au niveau des thématiques, très rapide, hein, très intéressant, qui, au-delà d'être un simple long métrage d'horreur, parle de la violence morale et physique et du fait de devoir se confronter à ces traumatismes pour avancer. Pour ce qui est de Black Phone 2, donc en fait, après avoir visionné le Black Phone 1, donc, que j'ai trouvé sympathique, j'ai voulu donc enchaîner sur le deuxième qui avait eu, à l'époque, en octobre 2025, une très bonne réputation. J'avais vu pas mal de critiques qui disaient que le film était vraiment excellent, très original et tout. Donc au niveau du synopsis, donc depuis son enlèvement en fait Finny, qui est aujourd'hui âgée de 17 ans, lutte pour reprendre le cours d'une vie normale alors que rien ni personne ne saurait arrêter Gwen, sa sœur de 15 ans, qui devient ici en fait, à l'instar du premier, le personnage principal de l'histoire. Donc pour un petit avis rapide, si là où le premier long métrage nous exprimait et nous illustrait plutôt l'ambiance malsaine, etc., l'histoire malsaine, en mettant en avant donc le figurine meurtrier par le faucheur et les meurtres des enfants. Ici, on a un film que je qualifierais de Freddy les griffes de la nuit bis. Pourquoi ? Donc, je reviens à mon idée, donc comparé au premier film qui était assez réaliste dans le discours et dans la mise en scène, malgré cette histoire d'enfant fantôme et de pouvoir à la Shining, ce deuxième volet prend une tournure fantastique. Ici, nous sommes plus dans un film fantastique à la Freddy avec le faucheur qui incarne un Freddy bis, comme je l'ai dit, hein, qui hante les rêves de Gwen et Finny. Il a notamment le pouvoir, donc le faucheur, d'altérer la réalité et de faire du mal aux gens comme il le faisait de son vivant, mais dans les cauchemars. Cette différence avec le premier film permet d'apporter de l'originalité et d'offrir une nouvelle dimension à l'histoire. Le réalisateur va venir vraiment explorer les pouvoirs de Gwen, dont on avait cette figure aussi d'enfant Shining, hein, comme le petit Danny dans Shining, mais ici il va la développer en nous montrant notamment sa force. Une force titanesque, enfin une force psychique incroyable. Il développe également les traumatismes de Finny, en nous le montrant comme étant brisé et perdu. Il fume des joints, etc. Donc on voit, ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'on voit les conséquences en fait du premier film, et notamment l'histoire de la mère. La mère, dès la séquence d'ouverture qui est mise en avant, et je ne vous spoile rien. C'est intéressant parce qu'on explore encore plus le lore de Black Phone. De plus, Scott Derrickson développe l'histoire du faucheur en nous expliquant ses origines, ce qui est plutôt pas mal, même si c'était un peu cousu de fil blanc. Voilà, c'est ce que je dis, hein. Cependant j'ai eu comme cette impression que tout était un peu tiré par les cheveux et téléphoné, hein, si je peux utiliser le jeu de mots. Je vais prendre des exemples tout bêtes de cette idée de scénario un peu tiré par les cheveux malgré des thématiques intéressantes sur les traumatismes, sur les pouvoirs de Gwen, le fait de s'affirmer même en tant que femme. Donc par exemple, comme par hasard, Finny et Gwen se retrouvent dans le même camp dans lequel le faucheur avait commencé ses meurtres. Aucune logique, enfin... Le faucheur perd également de son énergie quand on commence à ne plus avoir peur de lui, hein, comme Freddy d'ailleurs, notamment avec la séquence de fin, je vais pas vous la spoiler, mais avec les Heather Langenkamp qui, à dire j'ai plus peur de toi, et comme de par magie en fait, comme si elle prenait le contrôle de son cauchemar à elle, bah Freddy n'a plus du tout de pouvoir et n'a plus d'influence sur elle. Mais malheureusement, dans ce film-là, ça rend un petit peu le faucheur un peu pathétique, je trouve, même si on s'attend effectivement à ce que les enfants gagnent à la fin. Et le pouvoir de Gwen, je le trouve assez... c'est comme un espèce de Deus Ex Machina. C'est-à-dire on sait très bien qu'elle a des pouvoirs psychiques comme Carrie finalement, du roman et du film de Brian De Palma, donc du roman de Stephen King et du film de Brian De Palma. On s'attend de toute façon à ce qu'elle gagne, donc on n'a même pas peur pour elle. Et il y a des personnages secondaires qui ne servent strictement à rien. Je pense notamment au petit ami de Gwen, hein, voilà, et à celle qui s'occupe du camp, l'espèce de couple aussi qui ne sont pas très bien développés. Donc en clair, ce que je pourrais dire, c'est que Black Phone 2 est un film, on va dire, original par le fait de
reprendre des aspects de films fantastiques qu'on a pu voir, notamment dans Freddy les Griffes de la Nuit de Red School, et ça met très bien en lumière la Stranger Things, hein, les années 80. Donc ce qui fait qu'il y a une ambiance intéressante aussi dans cette montagne, hein. Donc ce qui fait qu'on s'éloigne vraiment du premier en termes de réalisme, mais il y a quand même beaucoup, comme j'ai pu énoncer, beaucoup de défauts par rapport même à l'histoire. On a juste l'impression que, comme le premier film a plutôt bien marché, on fait un 2. Voilà. Mais en globalité, le film reste divertissant et intéressant dans ses thématiques, notamment sur l'idée du traumatisme. Donc là, je reviens à un film aussi que j'ai apprécié, qui est un film qui a fait grand bruit dans le même mois, en fait, en octobre 2025. C'est un film qui s'appelle donc Together. C'est un film, en fait, qui m'avait intriguée, puisqu'il avait fait, comme j'ai dit, hein, du bruit en octobre, parce qu'en fait c'est un film qui reprend le mécanisme en fait du body horror à la David Cronenberg. Donc c'est quoi le synopsis? Donc Tim et Millie sont ensemble depuis des années quand ils décident de tout abandonner pour s'installer à la campagne. Alors que les tensions sont déjà vives, une force surnaturelle transforme leurs rêves en cauchemars, menaçant leur relation, leur amour et jusqu'à leur intégrité physique. Au niveau de mon avis, la grande thématique en fait du film, ça va être, de ce que je pense, hein, de ce que j'ai pu lire aussi, pas mal de théories, puisque le film est très intéressant, puisque c'est pas un film qui va nous donner toutes les réponses, hein, comme Black Phone 1 ou Black Phone 2 par exemple. C'est un film psychologique, notamment sur l'idée du couple, et notamment sur l'idée toxique en fait que peut avoir le couple. Donc Together, c'est un film avec un discours du réalisateur qui est très personnel, il l'a même dit en interview, donc qui va tourner autour de la symbolique du couple. Donc en fait, de ce que j'ai lu, évidemment je vous mettrai les théories en barre d'infos si ça vous intéresse. Nous disons souvent, quand nous sommes en couple par exemple, que nous avons trouvé l'âme sœur, en fait, notre moitié, que nous ne nous sentons pas jusqu'à ce qu'on trouve l'autre personne exister sans l'autre. Il y a une espèce de dépendance affective qui va pouvoir en fait s'installer au fur et à mesure du temps quand on est avec l'autre personne, qui va devenir une dépendance affective complètement toxique. J'explique, et le film l'explique quand même assez bien, enfin plutôt l'illustre. Donc Tim et Millie en fait sont très fusionnels, et ils oublient petit à petit, depuis qu'ils sont ensemble, leur individualité. C'est-à-dire ce qu'ils faisaient d'eux avant qu'ils se connaissent, des deux êtres humains distincts. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que le réalisateur a pris vraiment deux acteurs qui sont en couple dans la vraie vie, donc il y a une espèce de discours méta comme ça qui est intéressant. Donc depuis qu'il est adolescent, Tim a toujours eu envie de devenir musicien. Et en fait, la stabilité pour lui représente un danger. Il veut avoir une vie un petit peu de bohème, vivre ses rêves. Malheureusement, il y a aussi la pression sociale et tout ce discours sur la société qu'à 30 ans... on devrait déjà être marié, avoir des enfants, un appartement ou une maison, être propriétaire, ou avoir un jardin, des chiens, etc., avoir une certaine vie rangée. Mais pour lui, cette conception du bonheur le rend vraiment anxieux. Parce que c'est un créatif de base et qu'il a besoin de liberté et qui, en même temps, ne s'est pas totalement trouvé à 30 ans. Et le simple fait de devoir s'engager, donc de se marier avec sa compagne qu'il aime profondément, avec Millie donc, en se mariant, est une source de stress et d'anxiété. Surtout que dans le début du film, c'est pas un spoil, ce qui est assez étrange aussi dans la manière dont Millie va dire, on va dire, oui, etc., et engager cette espèce de relation toxique, c'est que elle va aussi, hein, parce que les deux personnages sont montrés comme deux victimes en fait de leur propre conception de la vie, mais aussi voilà, ils sont toxiques, c'est-à-dire que Tim c'est pas le mauvais comme Millie c'est pas le mauvais, voilà. C'est que par exemple dans cette séquence où Tim, devant leurs amis, la demande en mariage, elle dit oui, etc., mais lui... Enfin bref, elle va quand même imposer le fait de partir dans une plus petite ville alors que lui a tous ses amis, donc les deux personnages, ils ont aussi leur côté négatif, etc. Et leur rôle à jouer dans la relation qui s'effrite petit à petit. Emily, au contraire de Tim, elle a besoin de stabilité. Sur le plan autant professionnel qu'intime, émotionnel, pour se sentir bien. Donc Tim, lui, ne s'est pas, entre guillemets, trouvé, a besoin d'expérimenter encore à 30 ans, ce qui peut être normal aussi pour les gens, hein.
quand on a 30 ans qu'on s'est pas trouvé. Alors que Millie, elle s'est trouvée, est prof, et va plutôt, elle, avoir cette idée de conception du bonheur, on va dire, traditionnelle, entre guillemets. Et au travers de cette analyse, nous sentons très bien, donc malgré leur amour mutuel, que Millie et Tim, en fait, sont tous les deux toxiques l'un pour l'autre, et que ils disent qu'on est fait l'un pour l'autre, etc., mais qu'en fait, c'est pas totalement vrai, parce que cette toxicité les rend dépendants. Et ça va être exprimé notamment par l'idée de fusion des corps, donc par ce body horror, et le perpétuel besoin pour les corps de Millie et Tim d'être dans la même pièce après leur visite de la grotte. Et le réalisateur nous semble nous dire que même si nous sommes en couple, après ça peut être sujet à interprétation, il ne faut pas oublier notre individualité et notre caractère, parce que le je ne doit pas disparaître pour le nous. Pour lui, c'est ce que représente un couple sain. Donc pour lui, un couple sain, c'est des personnes qui respectent leurs besoins mutuels, sans pour autant projeter leur insécurité sur l'autre. Parce qu'en fait, finalement, Tim va projeter l'insécurité, parce que voilà, il a vécu aussi des traumatismes, que Millie ne prend plus en compte, notamment le traumatisme au niveau de sa mère ou de son père, mais je crois que c'est plutôt sa mère, puisque sa mère est morte, vous le voyez tout au long du film, et ça l'a beaucoup, parce qu'il a fait une dépression, etc. Il est très vulnérable, donc Millie ne va pas prendre en considération tout ça, parce qu'elle a besoin aussi d'avoir une représentation d'un homme, parce qu'il y a des clichés au niveau de la femme, au niveau de Tim, au niveau de Millie, elle a besoin d'un homme, on va dire, caricatural en soi, quelqu'un, voilà, de sécurisant, qui a un emploi stable, qui, la figure de l'homme qu'on peut se faire, voilà, idéal, entre guillemets, comme Tim projette en fait son insécurité, donc ce qui fait que finalement, tous les deux sont malheureux. Alors que la tragédie dans tout ça, c'est que ils n'ont pas ce courage de dire écoute, on est malheureux tous les deux, parce qu'ils le disent plusieurs fois dans le film qu'ils sont en fait malheureux, qu'ils ont envie de changer, mais ils osent pas. Parce qu'il y a cette idée que j'ai trouvée aussi très intéressante de pression sociétale des amis, de la famille, de l'entourage, parce qu'à 30 ans, il faut être rangé, etc. Alors que finalement, il y a des gens qui n'ont pas ce besoin d'être rangés, qui en veulent encore expérimenter à 30 ans, ce qui est tout à fait normal et humain, sauf qu'ils n'ont pas trouvé la bonne personne, ou alors ils ont complètement pris des chemins différents. Donc en clair, pour vraiment faire une petite analyse très finale, etc., tout ce que j'ai aimé dans le film, c'est ce discours-là qui est porté à interprétation. Et les acteurs sont aussi bons et je vous invite à voir ce film. Donc j'espère que cette vidéo vous a donné envie de voir ces films qui sont pour moi, qui ont été en fait très intéressants dans leur discours, dans la mise en scène aussi. À la fois, on parle de traumatisme, on parle surtout de l'être humain dans sa complexité, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Et notamment, si vous avez d'autres pistes d'analyse, je suis preneuse et nous pouvons en parler librement dans les commentaires. Et si vous avez des recommandations d'autres films, je suis également preneuse. À bientôt pour d'autres vidéos.